Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le lundi 26 septembre 2022, il est 16 h à Bamako, la même heure à Gouridia-Founou dans la région des Cailles et partout au Mali. Merci de nous suivre sur la radio-télévision Fanfan Musique. Bienvenue dans Afrique Actu, une émission qui passe en revue l'actualité africaine. Pour ce nouveau numéro, focus sur le discours du Premier ministre par intérim du Mali, le colonel Abdoulaye Maïga à la tribune des Nations Unies. C'était dans le cadre de la 77e session de l'Assemblée générale de l'ONU. Pour décrypter ce sujet, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau des invités. Bonjour M. Mahamadou Cissé. Bonjour. Vous êtes le secrétaire général de la Fédération Parena France, Parti pour la Renaissance africaine. Vous êtes également un cadre de la formation professionnelle, responsable associatif. Vous êtes engagé pour le développement économique et social du Mali et de l'Afrique. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Notre deuxième invité est un journaliste, reporter d'images. Il est rédacteur en chef du Romainville Web Radio, membre du conseil d'administration des Reporters sans frontières. Il collabore également avec plusieurs médias au Mali, tels que Faso Diasporama, Mandé Télé et Horon TV. Bonjour Abdoulaye Traoré. Bonjour M. Saonera. Merci de répondre à notre invitation. C'est un plaisir pour moi. La 77e session de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies s'est tenue la semaine dernière à New York, aux États-Unis. À cette occasion, le Premier ministre par intérim du Mali, le colonel Abdoulaye Maïga, a pris la parole samedi 24 septembre à la tribune de l'ONU. Monsieur Mahamadou Cissé, qu'est-ce que vous avez retenu concrètement de ces discours que certains ont qualifié d'historiques? Bon, c'est un discours qui vient après un autre, il y a juste un an de cela. Un discours qui fait le buzz aujourd'hui dans les médias, qui fait le buzz sur les réseaux sociaux. Un discours qui est dans la droite ligne un peu de ce que la transition malienne a choisi. À savoir l'image de l'ardoise magique. C'est-à-dire qu'effacer tout et trouver toujours un bouc émissaire à nos problèmes. C'est un discours qui effectivement fait très très plaisir à beaucoup de gens aujourd'hui, des choses qui font plaisir à entendre. Maintenant que nous pensons qu'ils ne sont pas à la hauteur de la diplomatie et du niveau du Mali. Les discours qui ont été prononcés au nom du Mali devant cette Assemblée générale des Nations Unies depuis l'indépendance du Mali ont été nettement mieux, ont apporté beaucoup mieux au Mali que celui qu'on a entendu le 24 septembre dernier. Alors, M. Abdoulaye Traoré, qu'est-ce qu'on peut retenir concrètement de ce discours d'une trentaine de minutes du Premier ministre par intérim, le colonel Abdoulaye Maïga? Est-ce qu'on peut dire que la voix du Mali a résonné? Alors, pour parler sans complaisance, moi, je dirais que ces discours, c'est les meilleurs discours. Sans vous mentir. Pour moi, c'est un discours historique et mémorable. C'est également un discours de rupture. Et en même temps, les spécialistes à la matière, des gens qui maîtrisent beaucoup les discours, on sait très bien que c'est un discours professionnel. Alors, pourquoi c'est un discours historique? Je vous dis, depuis le décès du colonel Mohamed Kadhafi, aucun chef d'État ou aucun responsable ou dirigeant africain n'a pu tenir ce genre de discours devant les tribunes des Nations Unies, ça il faut le dire. Un discours de rupture, c'est un message qui a été lancé à l'endroit également de la communauté internationale. Et c'est pour dire également, dans un passé, il y a 2 ou 3 ans de cela, on ne va pas tenir les mêmes discours. Le Premier ministre en question est allé parler au nom du peuple malien, ça il faut le dire. Il est allé rencontrer, comment on appelle ça, dire son bilan, c'est-à-dire ce qu'il compte faire pour cette transition. Alors, je dirais également que pourquoi c'est un discours professionnel, essayer de voir la manière, les procédés qu'il a utilisés pour faire sa narration. C'est ça qu'on appelle le storytelling en matière de discours. Ça veut dire quoi? Genre, c'est comme s'il est là, il va vous rencontrer une histoire, il était une fois. Est-ce que vous comprenez? Il était une fois un peuple humilié, traumatisé, à un moment donné, qui a décidé de prendre son destin en main pour aller de l'avant. Et pour ce faire, il va rencontrer des méchants, il va rencontrer des ennemis, des adversaires pour y parvenir. Et là, du coup, on le sait très bien. Et dans ce combat,
on a vu nos ennemis. Ça, comment on appelle ça? Les terroristes, c'est nos ennemis. Les banditismes, c'est nos ennemis. Il y a également des méchants dans cette histoire. Il y a également aussi des adversaires politiques. Ils se retrouvent un peu partout dans le monde. En Côte d'Ivoire, un peu partout. On va y revenir. Justement, et maintenant, c'est-à-dire l'héros ou l'infatigable dans cette histoire, c'est qui? C'est le peuple malien. Quand tu comprends bien la manière, le procédé qu'il a utilisé pour délivrer son discours, on ne fait que tirer chapeau et à ces premiers ministres maliens. Quand même, pour moi, c'est le meilleur discours, un discours historique, un discours de rupture, un discours professionnel. Il mérite chapeau. Alors, monsieur Cissé, est-ce qu'on peut dire que la teneur n'était pas surprenante, la teneur de ces discours n'était pas surprenante et qu'il fallait s'y attendre? Oui, parce que ça va faire 2 ans que nous sommes habitués à ça. Hein. C'est-à-dire, celui qui suit les événements au Mali, celui qui suit l'actualité malienne, c'est que chaque semaine, il y a un buzz de la part du gouvernement. Chaque semaine, on nous sort quelque chose du chapeau pour faire oublier les réalités de la vie au Mali. Donc, vous n'êtes pas d'accord que c'est un discours historique, un discours héroïque c'est un discours, ça, c'est un discours de grain. Au Mali, à Bamako, dans le Raïda, les gens discutent, ils disent des choses comme ça. Un premier ministre, un homme d'État ne dit pas des choses comme ça. Alors, bien sûr, quand on dit ça, les révolutionnaires, les nouveaux panafricanistes, ils vont nous dire que c'est ce qu'il faut dire aujourd'hui. Il se trouve tout simplement que sur le plan de la méthode, ça n'a jamais fonctionné et ça n'a jamais donné de résultats. C'est-à-dire que nous avons été tous jeunes, nous avons tous été révolutionnaires et nous avons tenté des opérations et on s'est rendu compte que en fait, c'est pas comme ça la bonne manière. La lutte pour la souveraineté dans un pays, ça passe par la lutte contre le sous-développement. Pour l'appropriation des moyens de production. La tribune des Nations Unies quand même est un lieu quand même pour exposer un certain nombre de problèmes. Oui, mais la tribune des Nations Unies est les Nations Unies, cette tribune a été inventée pour la diplomatie, pour le dialogue, pour que les gens viennent faire part un peu de leurs préoccupations, pour voir dans quelle mesure, par le dialogue et la diplomatie, on peut régler les problèmes. Ce n'est pas un lieu pour aller parler de la nationalité d'un président, de parler d'un ancien allié Ambalo qui a été le premier à soutenir ce gouvernement, cette transition. Et parce que tout simplement aujourd'hui, il est président de la CEDEAO et qu'il est obligé d'assumer certaines responsabilités, ce n'est pas un lieu pour aller parler des entre-gens, des gens comme ça. Non, la tribune des Nations Unies est un lieu où, quand on a écouté les autres discours, est un lieu où on fait des discours d'envergure, qui donnent des visions, qui fixent des perspectives. Et souvent même, très peu de gens prennent le temps de parler de ce qui se passe dans leur pays. Ils parlent de leur relation avec le monde, leur place dans le monde, comment faire en sorte que le monde soit meilleur afin qu'eux aussi ils trouvent leur place. Les Nations Unies, ce n'est pas un lieu de règlement de compte, ce n'est pas un lieu de guerre. Le Mali ne se trouve pas dans une situation exceptionnelle qui a fait que le Premier ministre a utilisé ce ton à parler de cette manière. Oui, le Mali est dans une période d'exception. Depuis le coup d'État de août 2020, le Mali est dans une période d'exception. Cette période d'exception fait qu'aujourd'hui, on trouve des personnes à des postes, à des responsabilités. Au-delà du coup d'État, le Mali quand même est confronté à un certain nombre de problèmes qui est par exemple le terrorisme. Oui, le terrorisme est une des raisons majeures de ce coup d'État. Donc je parle du coup d'État en termes de on a changé d'homme, on a changé de système et les discours ont complètement changé. Et du coup, aujourd'hui, autant le lendemain du coup d'État, on nous parlait de la lutte contre la corruption. On nous parlait de donner des moyens aux forces armées de sécurité. Autant après le coup d'État, on nous parlait de l'école, on nous parlait de la santé, d'améliorer les conditions de vie des populations. Autant aujourd'hui, on nous trimballe dans les stratosphères de la diplomatie, des relations internationales, dans des guéguerres avec des présidents ici, des pays par là, etc. Pendant ce temps, à l'intérieur, nous-mêmes, on ne se parle pas. Les Maliens eux-mêmes ne se parlent pas. Tout ce que le gouvernement fait, il le fait avec l'extérieur. Les combats, l'énergie qu'il dépense, c'est par rapport aux 46 militaires ivoiriens, je ne sais plus trop, la France, Barkhane et consorts, Bazoum. Des efforts colossaux sont déployés par un état d'exception pour s'occuper des problèmes comme ça. Vous êtes là pour une transition, je pense que l'agenda est différent.
L'agenda est différent. Mais là, aujourd'hui, on sent que ce qui a été entendu le 24 septembre, oui, ça va faire plaisir à beaucoup de gens. C'est très difficile de dire aujourd'hui au Mali que ce qui a été dit n'est pas bien, n'est pas historique. D'ailleurs, c'est ce qu'il faut. Mais sauf que tout simplement, dès qu'on a fini de dire ça, on se retourne à la maison, on n'a pas de quoi manger. On va à l'hôpital, on n'a pas de quoi se soigner. On va à l'école, on n'a pas d'enseignants, on n'a pas de classe. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec cette perception des choses par M. Cissé? Non, pas du tout. Moi, je suis surpris d'entendre qu'il y a des Africains, voire il y a des Maliens qui ne se retrouvent pas dans ces discours. Je pense que depuis le 24 jusqu'à nos jours, c'est ma première fois d'entendre ça. Parce que, en fait, c'est un discours où tous les Africains se reconnaissent dans ce genre de discours. C'est-à-dire Bamako jusqu'à Nairobi, en passant par Dakar, Ouagadougou. Tout le monde a félicité le Premier ministre malien, je vous dis. En fait, un discours, c'est-à-dire un discours inspirant, il y a des côtés rationnels, il y a des côtés émotionnels aussi. Ça, on peut le dire quand on rentre ici dans le contenu de ces discours. Genre, c'est comme si le Premier ministre, il est allé représenter un peu le bilan de la transition, c'est-à-dire ce qui a été fait et ce qu'il compte faire. Il faut que les gens sachent ça. Il a parlé... Est-ce que ce discours ne s'inscrit pas dans la continuité de Choguel Kokala Maïga, dont le discours a résonné dans plusieurs capitales africaines et partout dans le monde? Absolument. On peut dire que c'est l'ancien Premier ministre qui a un repos, il ne sait pas un repos forcé ou quoi, donc c'est lui qui a posé les jalons, c'est lui qui a posé les soubassements. Et l'actuel Premier ministre, par intérim, n'a qu'à donner la suite de ce que Choguel a dit. Aujourd'hui, le Mali se trouve dans une situation très très délicate avec nos partenaires. Bien vrai que ça ne va pas entre nous et la France. En réalité, à un moment donné, il faut qu'on se dise la vérité. Et cette vérité a été déclenchée et cette vérité a été dite avant les discours récents du colonel Abdoulaye Mega. Donc, ce qui s'est passé tout récent, comment on appelle ça, le Premier ministre Abdoulaye Mega a représenté le bilan et tout le monde se retrouve dans ce bilan. Je ne comprends pas. Il y a des gens qui se disent, ouais, parce qu'il y a eu des attaques personnelles. On a parlé du président... Et comme on appelle ça, du président nigérien, on a parlé du président ivoirien, on a un peu parlé d'Ambalo, même de la France, on a qualifié les autorités françaises des gens et tout. C'est cette partie, les gens disent que ouais, c'est un ton qui est un peu élevé, mais il faut qu'on se dise la vérité. Et comme on appelle ça, le président nigérien a attaqué le Mali combien de fois? Il a attaqué le peuple malien combien de fois? Même tout récent, quand il a été interviewé à New York, il dit que c'est probable que Ménaka soit, comment on appelle ça, repris par les terroristes. Je me demande, ce monsieur, ce président, pourquoi il s'encharne contre le Mali? Pourquoi il s'encharne contre le Mali? Justement. À un moment donné, je pense qu'il a été répondu avec la belle manière. Et puis, il faut savoir également, c'est pas le Premier ministre qui était le premier en mettant en cause la nationalité du président nigérien. Loin s'en faut. L'actuel président de l'Assemblée nationale, Sénou Oumarou, et quand il était dans l'APR, ils ont signalé, ils ont contesté même la nationalité du président Bazoum. C'est pas notre Premier ministre qui a été le premier à le dire. On reviendra sur la nationalité de Bazoum évoquée. Monsieur Cissé, est-ce qu'on peut dire que ce discours a été bien inspiré à celui de l'ancien président du pays des hommes intègres, le capitaine Thomas Sankara, à la même tribune de l'ONU en 1984? Il y a une différence fondamentale entre la démarche de Sankara, de Castro et même de Kadhafi dans une certaine mesure et ce genre d'interpellation virulente. On appelle discours, mais c'est plutôt une interpellation virulente. La différence, c'est tout simplement que Thomas Sankara est un président qui avait une conscience politique. C'est quelqu'un qui a eu une formation idéologique forte. Donc, il y avait une vision du monde qui était une vision très, très claire. Et dans le combat dans lequel il s'inscrivait, avec d'autres partenaires, ce n'est que ce discours-là qu'il pouvait tenir. Et le discours qu'il a tenu, il n'a pas insulté quelqu'un, il n'a pas cité nommément une personne. Il est allé donner une vision du monde qui est complètement différente de ce qu'on voit lorsqu'on est président de la République, lorsqu'on dirige un pays, lorsqu'on est citoyen africain, ou tout simplement du tiers-monde. Mais est-ce qu'on peut dire que le Premier ministre par intérim a fait passer des messages forts à travers son allocution? Les messages forts en question, vraiment, ça peut toucher un certain nombre de personnes. Il y a les panafricanistes africains, les nouveaux panafricanistes, et même au Mali aujourd'hui, les soutiens de la transition, ils ont besoin d'un pouvoir fort et de discours de ce type.
C'est-à-dire que je pense qu'à défaut d'avoir une éducation digne de ce nom, des écoles de santé, des centres de santé dignes de ce nom, à défaut d'avoir des solutions au problème du chômage des jeunes, avoir une économie qui tienne plus ou moins la route, ben, ils se contentent de ces discours-là. Je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut remarquer. Je disais tantôt, durant mon séjour à Bamako récemment, que les années à venir en Afrique vont se jouer sur celui qui parlera plus de souveraineté et qui surtout utilisera des gros mots et fera des phrases en phase avec. C'est pas celui qui construira, qui bâtira, c'est pas celui qui a un programme raisonnable. Les réalismes en politique, on l'acquiert après l'expérience. Et je crois que ceux qui disent que ce discours a été un bon discours, que en fait ça permet de toucher les gens, etc., ça touche qui? Ceux qui applaudissent et qui ne sont pas des Mali, dans leur pays, pourquoi ils ne tiennent pas des discours comme ça? J'ai l'habitude de dire que tout le monde aimerait applaudir les pitreries d'un enfant, mais personne n'aimerait que ce soit son enfant. Alors, non, la vérité, c'est que c'est un discours qui, si ça touche quelqu'un qui vit au Mali aujourd'hui, après ce que moi j'ai vu, plus de 400 000 personnes retourner dans la pauvreté à cause du contexte économique et social qu'il y a aujourd'hui dans le pays, eh bien, si quelqu'un trouve que c'est bien de faire un discours comme ça, honnêtement, je ne me préoccupe pas de ce qu'il a été dit à Bazoum, Ambalo, France, etc. Si j'ai le choix, j'ai envie de parler de ce discours sans du tout toucher à ces cas-là. Parce que tout simplement, moi, je voulais que la tribune soit saisie pour dire aux partenaires, revenez au Mali. Venez animer vos ONG, venez animer les projets de microfinance auprès des femmes, des coopératives. Venez nous aider à accompagner les enfants à l'école puisque nous n'avons pas la masse critique d'enseignants et de formateurs, etc. Je préfère que les Nations Unies permettent au Mali de faire ses courses et de revenir avec des dividendes comme ça. Alors, que d'applaudir des discours creux. Sankara a dit la même chose aujourd'hui, il est où? Kadhafi a dit la même chose. Même Castro, ce sont des discours voilà, mais celui de Abdoulaye Maïga ou de Choguel Kokala, on ne les enseignera pas dans une école de relations internationales. Même aller dans les écoles maliennes, ça ne s'enseignera jamais. Alors, Abdoulaye Traoré, est-ce que le discours tant attendu par le Premier ministre par intérim du colonel Abdoulaye Maïga a été entendu? Discours entendu, ouais, on peut dire que ça a été un discours entendu. Mais avant d'abord, je vais signaler quelque chose. Je pense que Thomas Sankara, paix à son nom, s'il était là, il allait remercier le Premier ministre malien parce que Thomas Sankara, c'est l'un des leaders africains qui a combattu l'impérialisme. Si le colonel Kadhafi était là aussi, il allait féliciter et remercier le Premier ministre malien parce que je me souviens très bien, Kadhafi était l'un des dirigeants farouches, même qui a jeté la charte des Nations Unies à la tribune des Nations Unies. Je me rappelle très très bien. Je pense que le discours a été entendu. Le discours a été entendu parce que si on essaie de faire une analyse et qu'on se retrouve dans les actualités, il y a certains points qui ont été touchés, c'est-à-dire... Quels sont ces points? Justement, on a parlé de 49 militaires ivoiriens qui sont détenus au Mali. On a parlé même également de la position ambiguë. Mais est-ce que vous partagez le fait que M. Cissé parle de le fait que la tribune de Nations Unies devait servir aux autorités maliennes de demander aux partenaires de revenir au Mali pour combattre le terrorisme et d'autres problèmes qui sont au Mali? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Mais attendez, il faut être stratège. Même un discours, c'est un stratège. Dans un passé, on ne fait que rencontrer des choses qui n'ont rien à voir avec la réalité du terrain. Ça, c'est sûr. Et les partenaires qui sont partis, le Mali n'a chassé aucun partenaire. C'est vu le contexte sécuritaire. Aujourd'hui, on peut pas se mentir. C'est-à-dire la sécurité n'est pas là. On ne peut pas dire aux partenaires, viens, on peut pas continuer à les amadouiller de façon comme ça, venez, il y a ça et ça. Non, c'est-à-dire côté sécuritaire, c'est pas encore garanti. On est allé rencontrer, on est allé présenter le bilan de la transition, de ce qui est réel, de ce qui se passe sur le terrain. Et puis ce qui se passe sur le terrain, sur le plan sécuritaire, tout le monde sait très bien que l'armée malienne commence à maîtriser le terrain avec l'appui de ses partenaires. On le sait très très bien. Ben, on ne peut pas dire, ouais, il faut, comment on appelle ça, tenir des discours diplomatiques, c'est-à-dire essayer de convaincre les partenaires. Nous ne sommes pas à ce niveau. Vous êtes face à une transition qui ne fait pas de mensonges. Hein.
Et ça, il faut le dire. Ils ne font pas là pour mentir à personne. On ne peut pas dire comment on appelle ça, aux partenaires, voir me tenir un discours diplomatique. Raison pour laquelle j'ai dit que c'est un discours de rupture. On est habitué à, comment on appelle ça, à mentir aux tribunes des Nations Unies. Comme tout récent, il y a un président qui il est en train de quémader une place pour... La diplomatie, c'est pas forcément le mensonge. Oui, c'est pas forcément le mensonge. Il faut être stratège, je dis. Il faut être stratège. Mais à l'heure où je vous parle, c'est-à-dire le Mali n'est pas sécurisé, qu'on va lancer un appel à des partenaires de retourner. Non, côté sécurité, rien n'est garanti d'abord. Moi, je pense que le bilan qu'il a présenté au tribune des Nations Unies, c'est effectivement. Justement, c'est le bilan réel, c'est le bilan de ce qui s'est passé et puis en même temps de ce que les membres de la transition comptent faire. Je pense que c'est juste un bilan qu'il a étalé pour représenter. Mais d'accord. Allez-y. D'accord. Monsieur Cissé, l'allocution du Premier ministre par intérim était composée de métaphores. Et elle était très acerbe vis-à-vis des autorités françaises jusqu'au secrétaire général des Nations Unies, en passant par certains dirigeants de la sous-région ouest-africaine. Dans le fond, est-ce qu'on peut dire que le discours du colonel Maïga était très structuré? Moi, je pense que la structure n'est pas la structure d'un discours qu'on prononce dans une assemblée générale des Nations Unies. En général, effectivement, il a commencé par les remerciements. Il a commencé par les remerciements et très rapidement, une fois qu'il a remercié les Nations Unies même, il a donné un coup de tête à Guterres à travers ce que vous savez. Il a enchaîné après le chapelet des personnalités, des attaques, des personnes qui pensent qu'ils sont contre lui. C'est-à-dire que le monde entier est contre le Mali aujourd'hui. Et pour terminer, il a essayé de faire le bilan. Mais est-ce que cette manière, justement par rapport à Guterres, vous avez évoqué, est-ce que ce n'était pas une manière de dire que la question de 46 militaires était une affaire bilatérale entre le Mali et la Côte d'Ivoire? Je pense que si le discours était structuré, on allait avoir des précisions sur le dossier, ce dossier-là. On allait avoir des éléments de preuve prévus, promises, par rapport aux différentes violations de l'espace aérien malien. Si le discours était structuré, on allait avoir des données plus ou moins claires par rapport à, lorsqu'on dit l'armée est montée en puissance, les localités libérées, les localités dans lesquelles l'administration et l'État est retourné. Le fait qu'il a donné un bilan, il a fait un bilan. Non, le bilan qui a été fait, c'est un bilan, comment ça s'appelle, c'est très laconique, d'ailleurs c'était secondaire pour lui, et vous allez parcourir toute la presse malienne aujourd'hui, vous ne verrez pas un point de ces bilans-là. Ce qui est dans la presse aujourd'hui, ce qui est sur les réseaux sociaux, c'est les attaques contre les 4 présidents ou les 3 présidents et les 4 personnalités. Ce sont ces attaques-là qui font le buzz et c'est ça qui intéresse les gens aujourd'hui. Maintenant, comme je suis en train de vouloir, moi, me préoccuper du fond, et par rapport au fond, je viens du Mali, j'ai vu la situation, j'ai sillonné dans le Mali, et ce que j'ai vu n'est pas conforme à ce que le Premier ministre a dit. Et le problème, c'est que tout simplement, personne ne peut le lui dire, personne ne peut le dire sur la place de Bamako. Allez-y, essayez de faire une conférence de presse pour dire, par exemple, que Talatay est toujours occupé, que les populations ont été chassées de Talatay, et qu'aujourd'hui, l'armée, les supplétifs étaient debout là, pendant qu'on les chassait, on chassait les gens de Talatay de leur village. Vous ne pouvez pas le dire à Bamako aujourd'hui. Vous voyez ce que je veux dire? C'est tout simplement dans le fond. La liberté d'expression. Ça, il ne l'a pas dit. Il fallait qu'il dise que nous avons confisqué les libertés jusqu'à la fin de la transition. Il fallait qu'il dise que nous avons des opposants en prison ou bien pourchassés aujourd'hui. Parce que tout simplement, nous sommes dans une période d'exception. Il fallait qu'il explique s'il était vraiment véridique, comme le dit M. Traoré, qu'il dise exactement ce qui se passe. Au Mali, aujourd'hui, les libertés sont confisquées. Les hommes politiques sont obligés de se taire. Et beaucoup pensent que c'est parce qu'ils n'ont plus d'idées ou bien ils ont été discrédités, patati et patata. Non. L'espace politique est contrôlé. Le Premier ministre par intérim, là, il est par ailleurs ministre de l'administration territoriale. Et porte-parole du gouvernement. Porte-parole du gouvernement. À lui seul, trois portefeuilles. Et les 3 casquettes, il les utilise bien. En tant que ministre de l'administration territoriale, juste cette information-là,
Au moment de la mise en place, on est dans le processus de la mise en place de l'autorité indépendante de gestion des élections. C'est la structure qui va s'occuper des prochaines élections pour la sortie de la crise actuelle. Eh bien, pour la mise en place de cette autorité, les partis politiques ont droit à un quota. Et ils ont déposé des candidatures. On a dit que ça va se faire par tirage au sort. Donc, déposez vos candidatures. On va examiner les candidatures. Et puis, ceux qui seront retenus, on va faire un tirage au sort entre eux pour prendre, je crois, 2 hommes, 2 femmes, quelque chose comme ça. Ben, il est allé dans son bureau tranquillement. Il a pris certains dossiers. Il a dit non, pas celui-là, pas celui-là, pas celui-là. Il est sorti avec 70 dossiers sur 100 et quelques pour dire voilà les dossiers sur lesquels on va faire le tirage au sort. Les partis politiques maliens ne sont pas tous immatures quand même. C'est vrai qu'on dit que la classe politique malienne est remplie de partis, chacun peut créer un parti comme il veut, mais au Mali, il reste des partis politiques responsables, dignes de ce nom, des partis politiques qui travaillent, qui même cet après-midi font des réunions pour examiner la situation du pays, prendre des initiatives. Donc il y a des partis politiques responsables au Mali, on ne peut pas les traiter de cette manière-là. Mais tout simplement, le Premier ministre malien, comme il ne daigne plus considérer qui que ce soit, dans son bilan, il a oublié de dire ça aussi. Les libertés confisquées, la classe politique muselée et des opposants politiques pourchassés ou mis en prison sans jugement. Les gardes à vue au Mali, c'est 1 an aujourd'hui, 2 ans. Tu peux même mourir en garde à vue sans problème. C'est ça la vérité du Mali. Alors, Abdoulaye Maïga, est-ce que vous considérez ça comme la vérité au Mali? Est-ce que c'est ce qui se passe réellement au Mali, comme l'a décrit M. Cissé? Non, je pense pas. Je pense pas du tout, parce que je pense que moi je reviens toujours. Je fais pas de procès, mais je reviens sur le discours du Premier ministre, c'est-à-dire ce qu'il a présenté comme acquis, c'est réel. L'arbre n'a aucune raison de cacher la forêt. Il a parlé également de la mise en place de l'autorité indépendante des élections. En fait, c'est réel, ça a été fait. Cette structure est mise en place déjà. Il a parlé également d'une commission qui va statuer sur la nouvelle constitution malienne. Ça aussi, c'est déjà mis en place. Il a parlé également c'est-à-dire de la montée en puissance de l'armée malienne. Ça, il faut le dire, c'est une réalité, je ne vous mens pas. Mais justement, en venant à la structuration de son discours, on a vu quand même qu'il a utilisé beaucoup de métaphores. Absolument. Et son discours était acerbe quand même par rapport vis-à-vis des autorités françaises, vis-à-vis d'autres autorités africaines comme Alassane Ouattara, comme Bazoum. Ouais, vous, en tant que journaliste, comment analysez-vous cette structuration du discours du Premier ministre? Moi, j'adhère pleinement à la structuration de son discours. Par exemple, c'est-à-dire les préambules qu'il a fait, c'est-à-dire commencer par la salutation, voilà, c'est la moindre des choses. Il a commencé par la salutation. Et puis en même temps, il a dégagé aussi, je dis, la position ambiguë, comment on appelle ça, d'Antonio Guterres. Antonio Guterres a une position ambiguë. Le secrétaire général des Nations Unies a une position ambiguë, ça il faut le dire, il l'a rappelé, c'est pas son rôle. Et comme on appelle ça, concernant le cas de 46 ou 49 personnes soldats, justement détenues au Mali, c'est-à-dire la position des Nations Unies était connue. Ils ont dit qu'ils n'ont rien à voir, ils n'ont pas de lien avec cette personne. Et puis en même temps, quelques temps après, 1 ou 2 mois après, Antonio Guterres demande la libération de ces militaires-là. Donc Antonio Guterres, on se demande, est-ce qu'il n'est pas favorable avec la Côte d'Ivoire? Pourquoi ces changements de ton? On ne comprend pas. Il a essayé de mettre M. Antonio Guterres à sa place. Ça fait partie. Parce que le Mali, c'est un État souverain. C'est-à-dire, il y a beaucoup de gens qui sont en train de banaliser. Ils sont en train de banaliser les cas de 49 soldats ivoiriens. Je ne sais pas s'ils sont... Justement, ils sont en train de banaliser. En fait, il y a des gens qui rentrent chez vous illégalement avec des armes, avec comment on appelle ça, des fausses identités. En même temps, quand ils ont été interrogés, il y a à peu près 2 ou 3 versions différentes. Qu'est-ce que vous voyez? Le Mali n'est pas, comme il a si bien dit, si un tel cas ne peut pas être accepté à Lisbonne, pourquoi Bamako va accepter? C'est un cas qui est très très grave, il faut le dire. Il a mis M. Antonio Guterres à sa place en tant que secrétaire général des Nations Unies. C'est intéressant. C'est très intéressant. C'est intéressant, je pense qu'il a parlé de Lisbonne. Je pense que Antonio Guterres est portugais. Comment voyez-vous ces métaphores? C'est très malien. Les Maliens, ils savent faire des choses comme ça. Donc, c'est pas ça le problème. C'est-à-dire que si ces métaphores permettaient au Mali et à un pays d'être développé, d'être à la pointe de la technologie, d'avoir tout ce qu'il faut, d'avoir l'autosuffisance alimentaire, d'avoir des grands hôpitaux, des intellectuels qui écrivent et vivent comme ils veulent, le Mali serait le premier du monde. Les métaphores, on sait tous les utiliser. Que le Premier ministre, ceux qui écrivent son discours, on les connaît plus ou moins. Donc, on sait comment ils passent les choses, comment les choses se sont passées pour eux.
ces métaphores, si c'est pour attaquer Antonio Guterres à un certain niveau, c'est qu'il ignore complètement la nature réelle de ces hommes-là. C'est ce que j'ai reproché à Sankara à un moment donné. La nature réelle de ces hommes. La nature réelle des hommes de pouvoir en Occident et dans beaucoup de pays, c'est qu'ils ont une carapace qui est telle que tout ce qu'ils disent, ça glisse dessus. Le discours d'Abdoulaye Maïga, quand il le prononçait, il n'y avait personne dans la salle. Pour dire tout simplement que ce sont des gens qui ne sont pas du tout intéressés par des choses comme ça. Il y a quand même, aujourd'hui, il y a les moyens technologiques quand même. Oui, mais la salle était vide, même voilà. Au moment où Macron prononçait son discours. Voilà, donc c'est pour dire tout simplement que, moi je ne suis pas là pour parler de Macron. Macron et les autres pays là, vous n'avez pas remarqué que je suis presque chauvin quand je parle du Mali, c'est-à-dire que quand je parle de l'insécurité alimentaire, de l'insécurité sur le plan de la santé et autres, je suis focalisé sur mon pays. Macron, qu'il fasse son discours en présence ou non des autres, c'est pas mon problème. Mon problème, c'est que mon Premier ministre, qui, s'il avait un message vraiment digne de ce nom, a une tribune pour s'exprimer, dans quelles conditions il l'a fait. Voilà, c'est ça qui m'intéresse. Et pour dire tout simplement les choses, les métaphores qu'il a utilisées, ce sont des choses que nous faisons tous, nous savons tous faire. Je disais que le respect dû aux hommes politiques, aux intellectuels, à d'autres personnalités dans ce pays-là, devrait conduire aussi, à un moment donné, à éviter d'aller prononcer un discours comme ça, parce que c'est des gens aussi qui sont des Maliens. Et qui ne se reconnaissent pas dans ce genre de discours. Ils voudraient que leur pays soit comme leur pays. Voilà. Voilà, justement, M. Abdoulaye Traoré, comment analysez-vous le ton employé vis-à-vis de certains partenaires, particulièrement ceux de la sous-région ouest-africaine? En fait, je vois pas de problème dans ça. C'est pas le ton. C'est genre, il a juste répondu avec la plus belle manière. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Prenons l'exemple de... On commence par qui d'abord? On commence par monsieur le président Ambalo, le président bissau-guinéen. Mais au départ, lui, je comprends pas pourquoi dans ces derniers temps, il a été roulé dans la farine diplomatique. Je comprends pas. C'est quelqu'un qui était... Ces derniers temps, c'est-à-dire, il était avec les autorités de la transition. Absolument. Au départ, il était avec les Maliens. Et puis, en même temps, c'est quelqu'un qui s'opposait farouchement, comment on appelle ça, au président Ouattara. Je le sais très bien. Il a même dit dans un passé que le président Ouattara aussi a fait un coup d'État constitutionnel. Je me souviens très bien. Et aujourd'hui, 1 an, 2 ans après, c'est-à-dire le président bissau-guinéen se trouve dans l'assiette diplomatique avec Ouattara, avec Macky Sall, avec le président Macron. Moi, je comprends pas trop. C'est pas mon souci. C'est pas là où le problème se situe pour moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il a fait? Parce qu'il est actuellement, il est le président en exercice de la CEDEAO. Il a convoqué un sommet extraordinaire à New York. C'est-à-dire, je ne comprends pas trop pourquoi un sommet à New York, pourquoi pas dans un espace de la CEDEAO. Je ne comprends pas qu'est-ce qu'il voulait dire par là. Et puis en même temps, quand il a été interviewé, c'est-à-dire, il s'est mêlé dans une situation aussi, toujours l'affaire de 49 ou 46 personnes détenues au Mali. Il dit que si c'était lui, il allait lâcher ou il allait... Mais écoutez, il est en train de minimiser un cas qui est très très grave. Tout récent, lui, il a échappé à un coup d'État. Et les acteurs sont où maintenant? Ils sont toujours emprisonnés. C'est le même cas. C'est le même cas. Donc moi je pense qu'Ambalo, le président Ambalo, il a été répondu avec la plus belle manière. Après Ambalo, qu'est-ce qu'il s'est... il a répondu à qui d'abord, monsieur Abdoulaye Maïga? Il a répondu... comment dire, au président nigérien Bazoum, j'ai déjà parlé de ça, je vais plus revenir là-dessus. Il a mis en cause la nationalité du président nigérien. Ben voilà, j'ai dit, il n'était pas le premier. Il y a des Nigériens même qui ont contesté la nationalité de Bazoum. Bazoum même a dit dans une interview très très ancienne. Est-ce que de ce côté, il ne voulait pas parler du comportement de Bazoum? Mais il a parlé directement, il a parlé aussi indirectement avec un sens figuré. Ça veut dire quoi? Il dit que le comportement de Bazoum n'est pas digne d'un Nigérien. N'est pas digne des Nigériens. Ça veut dire quoi? Les Nigériens et les Maliens, c'est-à-dire nous sommes frères et sœurs. Les présidents Ibrahima Maïna Sarr, les présidents Mamadou Tandja, Salou Djibo, tout récent, ils ont tous eu des relations, des bonnes relations avec les Mali. Mais moi, je ne comprends pas la position du Bazoum actuellement, qui s'enchante tous les jours contre l'État malien, qui les qualifie de la jante. Et puis, c'est pas lui seulement, avec son ministre des Affaires étrangères. Qu'est-ce qu'il veut? Mais la question se pose, qu'est-ce qu'il veut? Et puis c'est pas tout.
c'est-à-dire la transition malienne aujourd'hui, c'est pas que tous les pays de la CEDEAO sont d'accord avec les militaires qui sont au pouvoir au Mali. Non, ils ne sont pas d'accord, mais tout le monde se taise. Mais pourquoi Bazoum, c'est lui, c'est-à-dire le comédien qui se lève tout le temps, qui critique, qui dit ce qu'il veut. Mais qu'est-ce que les autorités maliennes de la transition ont fait à Bazoum? La question se pose. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait à Bazoum? Moi, je pense qu'il a été répondu. Il a été répondu avec la plus belle manière par le colonel Abdoulaye Maïga. Voilà. Alors, Monsieur Cissé, je vais vous poser la même question. Hein. Comment analysez-vous le ton employé vis-à-vis de certains partenaires, particulièrement ceux de la sous-région ouest africaine? C'était inapproprié. Je crois que ce n'est pas un ton responsable. Au Mali, on dit quand l'âne te donne un coup de pied, que tu lui remets le même coup de pied, donc tu es devenu un âne aussi. Il y a des façons de régler ces problèmes-là. Il y a des manières de régler ce genre de problèmes. Comme je l'ai dit dès le début. Pour vous, il y a eu de manquements en termes de diplomatie, en termes des éléments de langage. C'est inapproprié les termes utilisés. C'est inapproprié dans le contexte où ça a été fait. Ce qui est le plus inapproprié, c'est lorsque ça atteint des personnes. Vous et moi, on est en train de débattre. Je débat avec Abdoulaye Traoré. On débat sur nos idées, nos opinions. Personne ne s'attaque au papier, à la nationalité, à la femme ou aux enfants des autres. Je crois que quand on en arrive à ce niveau-là, c'est pour ça que j'ai dit que le débat des grains et des Mais par rapport à la nationalité, est-ce que ce n'était pas une manière de montrer le comportement peut-être de Bazoum dans le sens figuré ou... Non, je pense que c'est quelque chose qui ne devrait pas du tout être dit là où ça a été dit. Ce n'était pas nécessaire du tout de le dire. Et vous voulez mon avis sur les questions de nationalité, des cartes d'identité en Afrique? C'est pas culturel, ça ne nous appartient pas ça. Nous n'avons pas de nationalité, nous n'avons pas de carte d'identité. Les documents que nous avons, ce sont des documents qui sont amenés par la colonisation, que les Abdoulaye Traoré et d'autres panafricanistes combattent. Comment voulez-vous vous acharner sur une fonction, sur un mode de fonctionnement qui n'est pas propre à notre culture? Et comment ça s'appelle, Alassane Dramane Ouattara, burkinabé, ayant fait ses études en Côte d'Ivoire, il n'est pas ivoirien. Comment ça s'appelle, Mamadou Tandja, né au Niger, ayant tout fait au Niger, président du Niger. Peut-être que les Nigériens auraient dû dire que c'est pas un Nigérien non plus. En Afrique, on ne peut pas dire que quelqu'un est d'une nationalité ou d'une autre. C'est-à-dire que si on avait vraiment cet attachement au panafricanisme, comme les Nkrumah, les Sékou Touré, Modibo Keïta voulaient, il n'y aurait pas eu de nationalité en Afrique. On serait tous africains, point barre. Voilà. Comme les autres le font aujourd'hui. Alors maintenant, c'est pour cela que j'ai dit, ça je l'ai dit parce que tout simplement je voulais préciser cette pensée-là, ce principe-là. Mais honnêtement, pour moi, la nationalité Bazoum, qu'est-ce que ça apporte au Mali aujourd'hui? Que les gens sachent qu'il est nigérien ou pas, il est président du Niger. Et Bazoum n'est pas le premier à s'attaquer au Mali sur ces sujets de la sécurité et de l'insécurité. Son prédécesseur avait interpellé violemment, suite à une défaillance des FAMA, avait interpellé violemment les autorités maliennes. Amadou Issoufou. Alors, et quand ça a été fait, ça a été mal perçu parce que le meilleur service qu'on peut rendre à un pays, à un président, c'est de l'attaquer. Ce que Abdoulaye Maïga a fait, ça ravivé le nationalisme nigérien aujourd'hui, le nationalisme ivoirien aujourd'hui. Je n'ai pas suivi pour les Guinéens de Bissau. Mais quand on s'attaque à un dirigeant d'un pays, automatiquement, on crée une union nationale derrière ce président-là. L'unité nationale et les sentiments d'appartenance est ravivé. Mais par rapport au président bissau-guinéen, Abdoulaye Traoré l'a dit, au début il était avec les autorités de la transition. Mais maintenant, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Ce qui s'est passé, c'est que le président guinéen de Bissau, il est devenu un président. Avant, il n'était pas président. Avant, il était un militant. Avant, il était un soldat. Avant, il était comme moi de la diaspora avec des rêves, avec des ambitions, etc. Quand les autorités il était encore président. Oui, mais quand je dis président, ça dit que c'est la stature de président. Et aller soutenir les autorités maliennes, ce n'est pas forcément dire qu'il est contre les autres. C'est vrai qu'il a critiqué le troisième mandat. C'est un jeune, il vient d'arriver. C'est un jeune, il a critiqué le troisième mandat comme tout le monde d'ailleurs. Cela dit, aujourd'hui, il est président de la CEDEAO. Il faut dire aux Maliens que la CEDEAO c'est le Nigeria. La CEDEAO c'est le Ghana. Le Nigeria tout seul, son produit national brut, son produit intérieur brut,
son histoire et sa puissance. Le Mali aussi fait pays fondateur. Oui, mais non. Dans des organisations comme ça, ça marche pas comme ça. Dans des organisations comme ça, vous savez, par exemple, pour l'Europe, c'est l'Allemagne. Si l'Allemagne veut pas, personne ne veut. Dans la CEDEAO aussi, si le Nigeria ne veut pas, personne ne veut. Et le Nigeria et le Ghana ont beaucoup pesé dans la situation malienne. Mais personne ne parle de... Même le pauvre Alassane qui a soutenu le Mali contre les sanctions, qui a tout fait pour qu'on lève les sanctions dans un délai raisonnable, le pauvre, il n'a jamais été récompensé pour ça. Et là, aujourd'hui, il le prend plein dans le mille. Voilà. C'est pour dire tout simplement que le problème de la transition malienne, c'est un problème de vision. C'est des personnes qui croient que le Mali s'arrête à partir du 26 mars 2024. Et ils vont partir. Et après eux, le déluge. Parce que après celui qui va venir, il faut qu'il reconstitue le partenariat. Le Mali n'est pas un pays isolé. D'accord, justement, le Mali n'est pas un pays isolé. Alors, après le discours du Premier ministre par intérim, le colonel Abdoulaye Maïga à la tribune des Nations Unies, la tension commence à monter entre le Niger et le Mali. Le vice-président de la Commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale du Niger, Mahmoud Sagdoun, j'espère que je prononce bien son nom, a dans une interview déclaré, je cite, « Nous demandons le rappel de notre ambassadeur au Mali ainsi que la rupture des relations diplomatiques jusqu'à ce que ces soldats reviennent sur le chemin droit et présentent officiellement leurs excuses au président de la République et au peuple nigérien. » Quelle lecture faites-vous, Abdoulaye Traoré, de ces relations qui continuent d'être tendues entre le Mali et certains de ses voisins qui risquent, selon certains observateurs, de détériorer et les relations du bon voisinage avec ces pays qui entourent le Mali? Je pense que c'est normal. En tant que Nigérien, je pense que le vice-président de la commission de la défense de l'Assemblée nationale du Niger, il a réagi en tant que Nigérien pour la défense de sa patrie. Là, je comprends parfaitement sa position, il est faux. Mais ce qu'il oublie également dans cette histoire, comment cette histoire a été commencée. Il faut commencer par là. C'est-à-dire que je pense que c'est le président Bazoum qui a lancé les hostilités. C'est lui qui a lancé les hostilités. Moi, je pense que les autorités maliennes ne font que répondre à Bazoum. Et puis, en même temps, on a pris beaucoup de temps avant de répondre à Bazoum. Maintenant que, c'est-à-dire... il y a une crise diplomatique maintenant entre le Mali et le Niger, ouais, mais c'est faisable. Mais la façon dont je connais les autorités maliennes, ils sont prêts, ils sont engagés, ils sont capables d'accepter tout. Mais justement, pour le moment, c'est juste une vision, c'est-à-dire c'est un point de vue, d'un député qui, voilà, il n'est pas le seul aussi. J'ai vu des interviews, c'est-à-dire des interviews de Kala Moutari, qui est l'ancien ministre de la Défense du Niger, qui s'est aussi exprimé sur la question. Ben voilà, il est allé plus loin parce que lui-même il a attaqué les premiers ministres maliens. En fait, c'est des bonnes guerres, hein, ça fait partie. Moi, personnellement, je m'attendais à ça. Je m'attendais que oui, il peut y avoir une crise diplomatique entre Paris et Niamey. Et c'est faisable, mais je pense que cette histoire, c'est Bazoum qui a tout commencé. Par exemple, dans un langage enfantin, c'est-à-dire quand tu insultes la maman d'une personne et que le lendemain, c'est-à-dire il y a un retour et ce dernier insulte ta maman et ton père. Mais qui a commencé? Voilà, donc moi je pense qu'à vous faites des métaphores comme justement, c'est un peu ça. Je pense qu'à un moment donné, moi, les gens sont en train de voir comme les méchants, ce sont les autorités maliennes, c'est-à-dire les bandits, les terroristes, ce sont les autorités maliennes. Non, moi je pense pas. Je pense que Bazoum devrait penser à toutes ces conséquences. Bazoum a été trop, il a été trop. Je pense que Bazoum a, depuis la mise en place des autorités maliennes de la transition, Bazoum a fait une sortie deux ou quatre fois comme ça. Il ne fait que critiquer. Mais ça n'arrange personne. Il faut être diplomate. Au moment où vous êtes capable de dire aux autorités maliennes, c'est pas l'appel, il faut être diplomate. Pourquoi vous ne tenez pas les mêmes discours envers Bazoum? Dire à Bazoum aussi, attention, ce que vous avez en train de faire, ça passe pas. Le Mali est un pays frère du Niger, donc il faut trouver une solution. Il faut de la diplomatie. Mais Bazoum n'a pas été diplomate. Et maintenant, au niveau des tribunes des Nations Unies, quand on répond à ces présents, les voix s'élèvent de gauche à droite. Même les Maliens même disent que ouais, c'était pas la peine, les tons est comme ça. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? Qu'on reste toujours la bouche bée et que Bazoum nous manque de respect? Mais ça ne peut pas continuer. Alors, Monsieur Cissé, est-ce qu'on peut dire que les conséquences du discours, c'est-à-dire des attaques faites par le Premier ministre par intérim du Mali, commencent vraiment à se faire sentir?
parce qu'on a vu la sortie du vice-président de la Commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale qui vient de faire une sortie en demandant même la rupture des relations diplomatiques entre le Mali et le Niger. Non, je pense qu'il n'y aura pas d'escalade. Il n'y aura pas d'escalade pour la simple raison que je crois qu'on a vu dès le début que chaque fois que les autorités maliennes ont essayé de monter un peu crescendo, les pays en question ont essayé de temporiser et éviter l'escalade. Qu'on le veuille ou pas, ce qui a été dit depuis l'affaire des 46, là, ce qui a été dit sur Ouattara, sur le gouvernement ivoirien, sur la nature, d'abord c'était des mercenaires, ensuite c'est des terroristes. Aujourd'hui ils sont en prison et on veut les échanger contre des Maliens vivant en Côte d'Ivoire. Donc dans ces cas, on va dire que c'est des monnaies d'échange. Du coup, tout ça s'est passé. Moi, je n'ai pas senti une montée dans le discours des autorités ivoiriennes. Je crois que Bazoum non plus, il ne va pas monter. Bazoum, c'est un homme politique aguerri. C'est un grand militant. C'est quelqu'un qui a fait la rébellion. Il a conquis son statut là, de haute lutte, la sueur de son front. Et c'est quelqu'un qui s'est battu pour la démocratie. Donc, comme certains Maliens, ils ne supportent pas les coups d'État. Chaque fois qu'il y a eu un coup d'État dans un pays, il s'est comporté comme ça. Et quand il s'exprime, vous l'avez remarqué, il parle lui aussi un peu comme l'homme de la rue. Mais moi, je ne vais pas m'occuper de Bazoum là. Je suis malien. Ce que Bazoum dit au Mali, le jour où ça va dépasser une certaine limite, à ce moment-là, je parlerai. Mais aujourd'hui, il est dans une série de réponses du berger à la bergère. Est-ce qu'on dit, on dit souvent, très souvent, mieux vaut prévenir que guérir. Vous avez dit... Oui, prévenir que guérir. Les Maliens l'ont fait. C'est-à-dire que la première crise, c'est pas la première crise. Au début de la transition, il y a eu une crise similaire. Après, les diplomates ont été appelés. Et puis après, les ministres sont allés se voir. Il y a eu un apaisement et tout est rentré dans l'ordre. Et puis voilà, je pense que ce sera une autre occasion pour effectivement clarifier les choses. Mais ce qui est certain, il ne faut pas espérer que certains pays aient des relations normales avec le Mali avant la fin de la période d'exception. C'est certain même quoi. Maintenant, de là à aller vers une crise profonde, parce que chacun de ces pays-là a des ressortissants dans l'autre. Chacun de ces pays-là a une histoire avec l'autre. Chacun de ces pays doit espérer quand même qu'un jour viendra où il va falloir qu'on coopère. Parce que les terroristes qui sont là-bas, eux, ils ne sont pas de ces pays, ils viennent d'ailleurs. Ils s'en fichent éperdument de nos pays. Ils n'ont pas de nationalité. Ils ont des nationalités, mais ce n'est pas les nationalités des pays concernés. Ils viennent, ils recrutent nos gars et puis ils détruisent nos pays. Donc si nous-mêmes, entre nous, les pays comme le Mali, le Niger, donc le Burkina... Est-ce qu'il ne faut pas aller vers l'apaisement? Non, on ira vers l'apaisement, forcément, obligé. Et c'est pour cela que je vous dis, je promets que ce qui a été dit par le président de la commission ou l'ancien ministre de la Défense, et en Côte d'Ivoire aussi, j'ai entendu des propos de certaines personnalités. Pour la Guinée, je n'ai pas de suite. Mais dans tous ces pays-là, je crois que les dirigeants vont appeler à l'apaisement. D'accord. Alassane, c'est quelqu'un qui doit beaucoup au Mali. Et Alassane et ses hommes sont venus se réfugier au Mali au temps de la crise grave en Côte d'Ivoire. Et quand ils sont venus se réfugier au Mali, le Mali les a accueillis à bras ouverts. Malgré tout ce qui a été dit et fait, le Mali n'a jamais voulu les livrer. Vous le voyez en train de livrer des Maliens lui aussi. Je crois que les gens, il faut qu'ils ouvrent les... Mais par rapport à cette question, il paraît que, voilà, des informations que nous avons eu écho, et il paraît que ces personnalités ne sont même plus en Côte d'Ivoire. Voilà, bon, ça c'est une autre chose. Moi, je ne rentre pas dans ces détails-là. Je ne vais même pas savoir où ils sont, mais je vais dire sur le principe, depuis que le monde est monde, livrer un prisonnier politique ou livrer quelqu'un qui vit dans ton pays à une autorité, tu n'es pas sûr de la justice, tu n'es pas sûr des conditions de vie, etc. Ça ne se fait plus. Il y a très longtemps que ça ne se fait pas. D'accord. La transition est toute trouvée. On va pas aborder le deuxième sujet dans cette émission. À marge de cette assemblée générale, la CEDEAO a tenu un sommet extraordinaire, une première hors de ses frontières. Au menu de discussion, la durée de la transition en Guinée et l'affaire des 46 militaires ivoiriens
Quelle lecture faites-vous, Abdoulaye Traoré, par rapport à la détention de ces 46 soldats ivoiriens au Mali depuis le 10 juillet dernier? Je pense que c'est une affaire qui est très très compliquée, sans vous mentir. C'est une affaire qui est très très compliquée. Mais avant même de rentrer dans le vif du sujet, moi je pense que c'est une affaire qui peut être réglée entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc ce qui m'a un peu étonné aussi, avant le sommet de New York, le sommet de la CEDEAO, M. Ambalo a dit qu'il y aura les sommets sur le Mali et la Guinée, mais au Mali, il dit que la question des 46-39 personnes détenues sera abordée. Ça veut dire que c'était pas prévu comme il le faut, c'était pas comme une thématique, mais c'est un sujet qui va être ils vont parler de ça a été le cas. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé après le communiqué final? Je ne vois rien sur le Mali que cette histoire des 49 et 46 soldats. Ça veut dire que c'est une affaire qui est très très sérieuse. Mais d'un côté, les gens disent que ouais, les autorités maliennes ont proposé à la Côte d'Ivoire d'échanges avec les personnalités politiques qui sont en Côte d'Ivoire. Ça n'a jamais été officiel. Ce qui a été dit, on dit que la Côte d'Ivoire demande la libération de ces gens-là alors que... Il y a quand même des conditions qui ont été posées. Non, alors qu'elle détenait des réfugiés politiques chez eux. Donc déjà, c'est comme si on a mis les choses en parallèle. Parce que cette histoire de 49 ou 46 soldats qui sont au Mali, il faut savoir qu'ils sont dans les conditions de la justice. Et là, on peut comprendre Assimi Goïta, c'est le premier magistrat. On est d'accord. Mais cette histoire, pour que ça se règle comme il le faut, ça sera un échange entre la justice malienne et la justice ivoirienne. Mais quand même, Assimi Goïta a quand même libéré 3 de ses soldats. Absolument, c'est dans humanitaire. Oui, absolument. Là, la justice n'a pas intervenu. La justice n'est pas intervenue. C'est ça que je dis. Un colonel Assimi Goïta, c'est lui seul. C'est lui, c'est sa volonté de libérer, même si Assimi veut demain, les 46 soldats. Donc là, on ne parlera plus de l'indépendance de la justice. Si, on peut parler de l'indépendance de la... Comment je vous explique? Parce que des échanges ont eu lieu dans un passé récent aussi entre les terroristes et l'armée malienne. Ça a été fait. Nous, on a capturé, il y avait des prisons, et comment on appelle ça? Il y avait des terroristes qui sont emprisonnés à Bamako. On a fait des échanges. Les échanges, ça peut se faire. Mais, c'est-à-dire, les présents... Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est pas différent avec les échanges avec les terroristes? Ouais, le contexte... Est-ce que le contexte n'est pas différent? Le contexte est différent. Là, je suis d'accord avec toi. Parce que cette histoire, une fois que les 46 ou les 49 personnes ont été détenues, après les premières instructions, ils ont été mis à la justice. C'est la justice malienne qui peut gérer cette situation. Ça je vous dis. Mais la position de nos différents pays qui voient que la Côte d'Ivoire même a changé de ton, ils pensent que maintenant, ce sont des prises d'otages. Mais les manquements que les Ivoiriens ont fait, ils ne mettent pas ça en cause. C'est-à-dire la rentrée illégale et illégitime sur le territoire malien, les gens ne parlent pas de ça. C'est-à-dire c'est une affaire qui est très très sérieuse. C'est-à-dire aucun pays dans ce monde ne doit avoir le courage de défendre la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est fautive dans cette histoire. Il faut qu'ils le reconnaissent. C'est ça le problème. Mais si vous voulez une situation que la chose se négocie à l'amiable, moi je pense qu'il y a des négociations qui sont en cours. La CEDEAO même a décidé, peut-être dans la semaine, il y aura une mission qui est diligentée, qui vont venir à Bamako pour trouver une solution. Il faut que les gens comprennent une chose. On est en train de montrer aux yeux du monde, c'est comme si le Mali, c'est les méchants, c'est le Mali qui ne veut pas. On est en train d'oublier la situation qui nous a amenés ici. On va y revenir. Absolument. On va y revenir. Alors, M. Cissé, M. Abdoulaye Traoré parlait d'une affaire sérieuse. L'affaire est d'autant plus sérieuse puisque ça entre 2 voisins immédiats. Qu'est-ce qui bloque réellement la libération de ces 46 soldats ivoiriens? Dès le début, je crois que les autorités maliennes ont cru détenir une monnaie d'échange. Ce qui se révèle aujourd'hui, c'est ce qui était l'idée principale. Monnaie d'échange, c'est-à-dire? Monnaie d'échange pour les 4 personnalités maliennes qui sont pourchassées aujourd'hui et qui vivent à Abidjan ou ailleurs. Dès le début, ça a été vu comme ça. C'est-à-dire que je crois que c'est 3 semaines après le départ de la relève de ceux qui étaient avant eux. C'est 3 semaines après le départ de ceux qui étaient là-bas, décorés par le gouvernement malien, que leur relève est arrivée dans les mêmes conditions.
Le chef de la délégation, il prend les passeports, les autres sont assis dans le hall en train de fumer une cigarette, de boire du café, de faire du bruit. Et d'attendre qu'on leur apporte leur passeport afin qu'ils commencent le travail parce qu'ils étaient là pour surveiller le contingent allemand dans un certain nombre de choses. Voilà ce qui a été décrit et qui a été dit. Personne n'a contesté que la même mission a existé tout le temps depuis la mise en place de l'aménagement. Et les Ivoiriens se relevaient régulièrement. Parce que les Allemands, quand ils se sont installés, ils ont sous-traité beaucoup de choses avec et les Maliens et les Ivoiriens. Justement, dans son discours, on va revenir au discours du colonel Maïga à la tribune des Nations Unies, il a mis en avant le principe de l'indépendance de la justice dans l'affaire des 46. Oui, non, mais ça c'est... Alors, il faut trouver maintenant une porte de sortie. La vérité, c'est que... donc la justice, c'est la judiciarisation du problème. De l'affaire, c'est une porte de sortie qu'ils cherchent. C'est vraiment un artifice qui a été mis là, pour avoir une couverture. Sinon, je crois qu'il n'y a rien qui justifie ça. Et demain, comme le disait Abdoulaye, si Assimi Goïta veut, la justice voudra. D'accord. Donc, alors vous avez posé la question par rapport au sommet de la CEDEAO. J'ai envie de dire quelque chose qu'il faut bien comprendre. Aujourd'hui, dans le monde, quand il y a des grands sommets où certains dirigeants se retrouvent, on profite toujours pour faire des sommets ou des mini-sommets à l'occasion pour tout simplement éviter des déplacements, des agendas compliqués, etc. etc. Donc la CEDEAO à New York était chez elle. D'accord. Dans un premier temps. Dans un second temps, le fait que le Mali ne soit plus inscrit dans aucun... Symboliquement, est-ce que c'était bien vu? Il faut que les gens comprennent ces choses-là. Ça n'a rien de symbolique. C'est-à-dire que lorsque les G5, les grands du monde se rencontrent, les grands de l'Europe se retrouvent là-bas et ils font leur sommet sur l'Union européenne. Il faut que les Africains se détendent sur des... Ça, ce sont j'ai envie de dire, des détails. Et symboliquement dire que le sommet de la CEDEAO s'est tenu à l'enceinte des Nations Unies. Mais les Nations Unies, c'est le monde. New York, c'est un lieu où ils se sont retrouvés et donc ils traitent le dossier. C'est quand même une terre américaine. Oui, mais il se trouve que... Pourquoi ils parlent de leurs problèmes sur cette terre américaine-là? Ils sont allés parler de leurs problèmes d'otages, de nationalité, de tous les restes sur une terre étrangère. Oui, parce que ces questions, c'est des questions multilatérales. Oui, mais les questions... La CEDEAO a bien fait d'organiser un sommet extrêmement rapide sur ces questions-là parce qu'il y avait l'urgence pour nous éviter encore des pollutions avec des avions qui se déplacent un peu partout pour venir encore... si demandez à quelqu'un qui est dans la transition écologique ici, il va dire que ça a été une excellente chose, on a fait l'économie de quelques CO2. D'accord, on va rester dans le sommet de la CEDEAO. La CEDEAO, dans ce sommet, a demandé, va envoyer une mission de haut niveau composée de chefs d'État du Ghana, du Sénégal et du Togo pour obtenir la libération des 46 militaires ivoiriens. Abdoulaye, est-ce que ces présidents, ces chefs d'État qui vont rencontrer le président Assimi vont obtenir la libération de ces 46 soldats ivoiriens? Je me demande, est-ce que cette mission va changer la position de Bamako? Moi, je pense pas trop. Parce qu'avant que la CEDEAO, comment on appelle ça, envoie ses émissaires, c'est-à-dire il y a eu des gens de bonne volonté, même le voyage de Damiba à Bamako s'inscrit dans ces cadres. Le voyage de... comment on appelle ça, Doumbia aussi, il y a eu des démarches, venant du Togo, c'est-à-dire beaucoup de gens ont fait cette démarche. Bamako n'a pas changé de position. C'est-à-dire aujourd'hui on se retrouve dans une situation, c'est bien, c'est-à-dire la position de la CEDEAO, moi je trouve pas ça normal quoi, parce que comme j'ai si bien dit, en fait c'est un problème entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Et peut y avoir des solutions. Mais pour que la situation ne se dégénère pas, je pense que c'est pour cela également que la CEDEAO a pris cette initiative. C'est-à-dire essayer de trouver une solution, comme quoi si on va comme on appelle ça, envoyer des émissaires, comme Maki ou bien comme d'autres personnes, c'est pour parler avec le colonel Assimi Goïta pour qu'on puisse trouver une solution. C'est-à-dire, moi, mon point de vue, je suis d'accord qu'on trouve une solution le plus rapidement possible. Parce que garder ces personnes
au Mali, en un mot, ça va rien servir, et ça il faut le dire. C'est-à-dire la Côte d'Ivoire et le Mali, nous sommes des pays amis et frères. Et, voilà. Et cette situation de 46 ou 49 soldats, je ne sais pas, mercenaires ou je ne sais pas quelle qualification on va les donner, de toute façon, pour le moment, ça ne va pas entre le Mali et la Côte d'Ivoire, il faut le dire. Bien vrai que la situation n'est pas arrivée à un certain moment, à un certain niveau. Moi, je pense que si la mission de la CEDEAO arrive à convaincre, parce que Bamako est sur une position qui est très très différente. Bamako a fait une première proposition. Je pense que la Côte d'Ivoire n'a pas eu le courage de le faire. Bamako a demandé, que la Côte d'Ivoire fasse un pardon public, c'est-à-dire demander, voilà, Bamako a posé justement des excuses publiques. Bamako a posé ses conditions. Je me demande par quel orgueil ou par quel machin, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire n'a pas pu parvenir à dire voilà, accepter les conditions de Bamako, on n'en sera pas là. Moi, je pense que de toute façon, cette histoire que les gens veulent entendre ou pas, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire se trouve dans une situation où elle-même, elle est fautive. D'accord. Alors, Monsieur Cissé, la médiation sur la relaxe des 46 militaires ivoiriens, on a parlé de Nana Akufo-Addo, qui est le président ghanéen, Faure Gnassingbé, qui était d'ailleurs, qui est le médiateur dans cette crise, et Macky Sall. Pourront-ils convaincre Assimi? Avant cette question, j'aimerais juste savoir, qu'est-ce qui explique le choix de ces trois dirigeants? La CEDEAO a toujours procédé ainsi. Les Maliens croient que c'est parce qu'ils ont 46 soldats ivoiriens chez eux aujourd'hui détenus que la CEDEAO est en train de s'acharner sur le Mali. La CEDEAO a toujours fonctionné comme ça. Quand il y a eu le coup d'État en 2012, il y a une délégation de la CEDEAO qui est venue à Bamako pour essayer de convaincre les militaires. Est-ce que cette délégation est anodine par rapport aux choix, aux différents chefs d'État? Bon, ça dit qu'ils essayent de voir le poids des chefs d'État en question. Est-ce que le Mali va être regardant par rapport au poids de ces chefs d'État? Le poids, c'est en termes de crédibilité, en termes de pays, en termes de, voilà. Et c'est un dosage comme ça, mais en même temps, c'est surtout en fonction de la disponibilité et des capacités des uns et des autres. Ils vont pousser la junte à la faute, à l'erreur, à savoir faire de la résistance, refuser, et encore se faire étiqueter comme vraiment une vraie junte militaire qui n'est pas du tout là pour gérer le Mali, mais qui a des objectifs personnels. Ils vont pousser la junte. Est-ce qu'on peut s'attendre à un refus de Assimi Goïta? C'est possible, parce que autour de Assimi Goïta, parce que les gens, ce que beaucoup de gens doivent dire aussi, c'est que Assimi Goïta est un inexpérimenté notoire. C'est quelqu'un qui a peut-être l'amour de son pays, il a peut-être quelques convictions ça et là, mais la plupart du temps, ceux qui lui murmurent à l'oreille, ce ne sont pas des personnes qui sont douées d'une grande intelligence. C'est plus des gens qui sont tout le temps dans l'affrontement, dans l'extrémisme, dans la radicalisation. Et ils radicalisent les positions. Et aujourd'hui, même les jeunes colonels climatisés sont en train de se radicaliser à cause de ces personnages-là. Et moi, je dis, je le répète, si d'aventure cette délégation arrive à Bamako et qu'elle n'a pas gain de cause, je pense que c'était la dernière cartouche de Assimi, du Mali, dans la sous-région, pendant cette année qui va commencer, c'est-à-dire jusqu'à la fin de la transition. On ne parle pas du Mali à la CEDEAO autrement, parce que tout simplement, il y a un agenda qui est là, il y a une commission de suivi, Goodluck Jonathan, qui fait des allers-retours, qui vient vérifier si le suivi est fait comme il faut. Donc le cas malien n'est plus une priorité, n'est pas une urgence à la CEDEAO aujourd'hui. Par contre, la Côte d'Ivoire a le droit, de saisir la CEDEAO, l'Union africaine et même les Nations Unies pour demander à ce qu'on intercède auprès du Mali pour demander la libération de ses ressortissants. Le Mali lui-même, il l'a fait déjà. Donc voilà. D'accord. Abdoulaye, vous voulez réagir? Je voulais juste dire que, comme monsieur disait que si Assimi refuse cette médiation, ça va, je sais pas, la suite va être peut-être catastrophique pour lui. Non, je pense pas. Non, j'ai pas dit ça. Voilà. Non, il dit que ça peut être la dernière cartouche. Non, je pense, même la dernière cartouche, je pense pas. On est dans un processus de dialogue, de négociation. En premier lieu, Assimi peut refuser.
refuser. Il peut refuser. Comme vous avez dit, c'est-à-dire les dirigeants de la CEDEAO, il y a des gens qui sont aguerris, il y a des intellectuels, il y a des diplomates, il y a beaucoup de gens qui sont là. Et moi, je pense qu'on est dans un processus de négociation. Donc, c'est la première fois aussi que la CEDEAO va diligenter en fait une mission par rapport justement par rapport à cette mission. J'ai envie de vous poser une question. Voilà, je pense que j'ai envie de vous poser une question par rapport à cette mission qui est composée de ces 3 chefs d'État. Qu'est-ce qui explique le choix de ces 3 chefs? Alors, les choix, je pense que déjà, le Togo s'est déjà engagé volontairement dans cette négociation, c'est-à-dire de faire tout pour trouver une solution. C'est-à-dire le Togo a déjà fait le premier pas. Alors, Macky Sall, c'est lui, en dehors de la CEDEAO, c'est lui le président de l'Union africaine aussi. Et puis tout récemment, Macky était à Bamako. Et c'est bien aussi qu'il retrouve, c'est-à-dire que je pense que ces dirigeants-là, ils voient Macky, genre, c'est comme quelqu'un qui peut peser un peu sur Assimi. Alors, les choix. Quand même modéré par rapport. Justement, modéré. Mais les choix du président ghanéen, ça, je peux rien dire là-dessus. Mais je pense. Est-ce que c'était pas parce que lui, il était aussi aux affaires? Voilà, parce que c'est lui qui était le président de la CEDEAO. Ouais, justement, on peut dire, parce qu'avant ça aussi, je pense qu'il y a eu des échanges téléphoniques entre Assimi et Nana Akufo aussi. Je pense que c'est quelqu'un aussi qui maîtrise un peu le dossier. Je pense que les choix quand même, les choix ça me va, c'est-à-dire que c'est un bon choix. C'est-à-dire ces 3 présidents qui viennent voir Assimi dans un sens de respect, de négociation. Et le but final dans cette histoire-là, c'est le plus important pour moi. C'est-à-dire que Assimi peut refuser, comme il peut accepter. Il n'y aura pas de pression sur le président malien, ça il faut le dire. Il peut accepter comme il peut refuser. Mais le but il n'y aura pas de pression. Il n'y aura pas de pression. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Il n'y aura pas de pression s'il refuse? Non, il n'y aura pas de pression tout simplement dans le sens de ce que les gens croient. Ils croient que lorsqu'il refuse, on va lui faire la guerre, on va faire un coup d'État, on va organiser. Non, la transition malienne ira jusqu'à son terme. Sauf que tout simplement, la vie ne s'arrête pas après la transition. Je crois que c'est un peu les dirigeants africains, les personnalités africaines en général, ne sont pas dans cette perspective-là. C'est-à-dire qu'on peut creuser un puits pour la soif d'un jour, d'un autre jour. En fait, il y a certains dirigeants au sein de la CEDEAO aussi qui, je dirais... Très rapidement, parce que... Justement, il y a certains dirigeants qui n'honorent pas, en fait, cette institution. Il faut le dire, on ne va pas cacher, on va pas cacher, parce qu'il faut voir la position d'Ambalo, la position de Bazoum. C'est-à-dire, c'est une position... parce que tout récent, même si au moment où on parlait de trouver des solutions en Guinée, 46 et 49 militaires ivoiriens détenus au Mali, c'est en ces moments aussi, Ambalo est en train de voir la position où, comment on appelle ça, l'utilisation de ECOMOG, qui est une force d'attente de la CEDEAO, pour faire quoi? C'est pas la force qui va gérer la Guinée, c'est pas la force qui va gérer le Mali. C'est comme la position de Bazoum. Moi, je pense que tout ce qui rentre dans les démarches de la négociation, des dialogues, moi, je suis pour ça. Mais de dire que vous allez menacer vos voisins, on va faire ça, on va intervenir comme ça, ou bien échanger sur un truc militaire qui n'a rien à voir avec le dialogue et la négociation, ils ne sont pas des bienvenus dans notre sous-région. Ça, il faut le dire. Il y a des gens... Qu'en pensez-vous il a parlé des menaces, des invectives, qu'en pensez-vous de ça? C'est ce que j'ai dit dès le départ. J'ai dit qu'il n'y aura pas de menaces, il n'y aura pas de... C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de chantage. Les invectives et les menaces sont des options qu'il faut mettre en avant. Non, il n'y aura pas. Il n'y aura pas d'invectives, il n'y aura pas de menaces. Ce qu'il y aura, c'est que peut-être si Assimi, dans le cadre du tête-à-tête, ne s'en sort pas, faire une réunion élargie avec son staff et ses conseillers autour de lui et leur donner des arguments factuels, des arguments qui tiennent la route. À savoir tout simplement qu'on ne peut pas refuser à tout le monde. Et qu'à un moment donné, il faut comprendre les choses dans un sens ou dans l'autre. La Côte d'Ivoire ne peut pas présenter d'excuses parce que la Côte d'Ivoire est convaincue que cette affaire-là est une mascarade tout simplement et qu'elle n'y est pour rien dedans. On s'excuse pour un truc dans lequel on sait on s'est dit tiens, excusez-moi, j'ai oublié. Oui, la Côte d'Ivoire ne présente pas d'excuses parce que tout simplement elle a considéré que cette affaire-là est un montage et que quelque part présenter des excuses, c'est reconnaître ce que les autorités maliennes reprochent à ces pauvres militaires.
D'accord, on va fermer ce chapitre. On va revenir un peu sur la 77e Assemblée générale des Nations Unies. Au-delà du discours du Premier ministre malien par intérim, on a l'impression que cette Assemblée des Nations Unies, c'est une assemblée des escalades, une assemblée de rapports de force. Est-ce qu'on peut dire que la paix mondiale est menacée, Abdoulaye Traoré? Oui, la paix mondiale est menacée depuis longtemps, hein. C'est pas aujourd'hui que la paix mondiale est menacée. Et tout récemment, si on voit, c'est-à-dire l'invasion même de l'Ukraine par la Russie, voilà, on se retrouve dans une position très très délicate, hein, c'est-à-dire qu'il y a une autre façon de faire la guerre, vous le savez très bien. Il y a ces deux blocs qui est là, l'ancien bloc soviétique et le bloc occidental aujourd'hui. C'est-à-dire on est dans une autre forme de guerre froide. Donc la paix, sans vous mentir, la paix dans ce monde est menacée. Parce que là où nous sommes aujourd'hui, même si tu vois au départ de la guerre en Ukraine, c'est-à-dire que la Russie a commencé cette guerre avec la plus grande force. Mais aujourd'hui, la position de la Russie n'est pas la même. Parce que de l'autre côté, il y a l'OTAN, il y a l'Occident qui pousse, qui apporte aussi son soutien à, à l'Ukraine. Au niveau de tribune des Nations Unies, on a vu même les discours. Si on rentre dans les fonds dans des discours comme ça, on voit c'est-à-dire on se retrouve dans un monde divisé. Ça, il faut le dire, hein. Même la salle, vous vous disiez que quand le Premier ministre malien délivrait son discours, la salle était vide. Je peux dire que la salle n'était pas vide parce que ceux qui sont pour Mali, ceux qui sont pour la Russie, ils étaient dans la salle. Est-ce que vous voyez? C'est les mêmes cas. Quand Macron délivrait son discours aussi, les pro-occidentaux, ceux qui sont avec Macron, ils étaient dans la salle. Aujourd'hui, on se trouve dans un monde, la paix est vachement menacée. C'est-à-dire, on ne souhaite pas une troisième guerre mondiale, pas du tout. Mais en réalité, il faut c'est-à-dire au niveau même des Nations Unies, il faut un peu de l'équité et l'égalité. Parce qu'au niveau du Conseil de sécurité aussi, un conseil ne peut pas être animé par 5 ou 6 pays. Voilà. Je pense que le grand problème qui est là aussi, ça se situe au niveau des Nations Unies. C'est-à-dire les choses ne sont pas équilibrées. Et une fois que, c'est-à-dire l'économie, la justice et que les choses ne sont pas équilibrées, c'est-à-dire la paix sera toujours menacée. Justement. Alors, M. Cissé, les Nations Unies normalement devraient être considérées comme le temple de la diplomatie. Et là, on a l'impression que cette Assemblée des Nations Unies est une assemblée des escalades, une assemblée des invectives, de rapports de force. Est-ce que la paix mondiale est menacée? La paix mondiale est menacée, mais je pense que on n'ira pas jusqu'à un certain niveau. Les Occidentaux sont en train de pousser la Russie à s'affaiblir considérablement. La guerre en Ukraine ne va pas laisser la Russie dans son état. Même si elle se termine demain, la Russie ne sera plus comme avant. Ils ont essayé la même chose avec la Chine, l'Amérique surtout, avec la Chine. Mais les Chinois, ayant bien compris le jeu, n'ont pas voulu entrer dans le jeu. Ils ont préféré laisser les États-Unis faire leur gesticulation, tenter des choses, etc., sans s'y opposer, mais en consolidant leur position. Et c'est ce que j'aurais voulu pour mon pays. C'est-à-dire que c'est pas parce que Bazoum, Mbalo et tous les autres, ou même la France, tentent des choses contre mon pays, qu'elle doit diversifier les fronts. C'est un pays qui est confronté à une insécurité résiduelle, qui n'est plus résiduelle du tout. C'est un pays qui a l'insécurité alimentaire qui pointe le bout du nez puisque la saison n'a pas été fantastique. C'est un pays qui a beaucoup d'autres problèmes à régler, un problème de consensus national et d'unité nationale à régler. Les Maliens ne se parlent pas. Hein. Les Maliens sont vraiment divisés. Donc, je veux dire que si le Mali s'était concentré sur ses positions, peut-être qu'elle pourrait s'en sortir dans un contexte où effectivement les confrontations sont suspendues pour l'instant. Et la paix mondiale est d'autant plus menacée qu'il y a une concurrence des pays occidentaux quant au bien-être, quant au bonheur, quant aux capacités, quant à un certain nombre de compétences et de moyens, etc. Quant à l'économie, aujourd'hui, comme la Grande-Bretagne a été chassée du centre, la France l'a été il y a longtemps, les États-Unis sont menacés d'être chassés du centre.
Et pour cela, pour éviter cela, comme les gouvernements maliens, ils ont que la guerre. D'accord. Aujourd'hui, avec la géostratégie et la géopolitique, est-ce qu'il n'est pas grand temps pour l'Afrique de se repositionner, Abdoulaye Traoré? Oui, il est faux, mais ça va être très très dur. Ça va être très très dur. Étant donné que nous, on est habitués toujours à rester derrière la France, nous, on est habitués toujours à recevoir de l'argent de la Banque mondiale, du FMI. On va être abandonné en plein vol. Justement, on serait être abandonné en plein vol. Il faut qu'on fasse carrément attention. Mais le bon sens veut qu'on soit positionné ou repositionné, parce que la crise en Ukraine nous a montré comme quoi nous en tant qu'Africains, on est dépendants. C'est-à-dire que pour une histoire des produits alimentaires, du blé, éléments, c'est-à-dire on a senti la guerre en Ukraine. On est allé également quémander de gauche à droite, on est allé quémander en Russie. Ça veut dire que la position africaine n'est pas du tout confortable. Il sera mieux vraiment que l'Afrique. Raison pour Macky a fait une demande de façon, il faut que l'Afrique soit représentée au niveau du Conseil de sécurité, de façon diplomate. Moi, son ton, j'ai pas beaucoup apprécié. Justement, est-ce qu'il Macky ne devait pas être soutenu par rapport à ça? Non, c'est-à-dire que c'est une force maintenant, il faut imposer. On ne va pas demander, on ne va pas quémander qu'il nous faut des places pour l'Afrique. Non, il faut au minimum des places pour l'Afrique. Avec un continent composé d'à peu près 53 pays, c'est-à-dire justement la population est en train d'augmenter. Et là, du coup, ils ne sont pas représentés. L'Afrique n'a pas ses mots à dire au niveau du Conseil, c'est très très grave. C'est ça que je dis. Une fois que les choses sont déséquilibrées, c'est-à-dire la paix est surtout menacée. Je pense qu'il est temps, il est nécessaire que les Africains se donnent la main. C'est-à-dire qu'on ne va pas quémander, on ne va pas demander. Non. Il faut qu'on s'impose. Il faut qu'on dise non. Et il est temps qu'on dise non au niveau des Nations Unies. Il est temps qu'on dise non à l'Union Européenne. Il est temps qu'on dise aux États-Unis, on ne veut pas ça, on veut être respecté. Il faut qu'on soit positionné. En fait, moi, je pense qu'il faut dès maintenant. Juste une crise seulement, je ne peux pas dire une petite crise, mais en réalité, une crise sur l'autre continent. Nous, on commence à sentir. Et si la crise devient encore plus grave que ça, qu'est-ce qui va se passer? Non, on dépend beaucoup des autres, on dépend beaucoup de l'extérieur. Et là, du coup, il faut tout faire pour trouver une solution le plus rapidement possible. Et raison pour laquelle j'ai dit, quand je vois des présidents, c'est-à-dire en Afrique, surtout chez nous, en Afrique de l'Ouest, je ne suis pas d'accord avec la gente. Non, on s'en fout. Vous m'excusez du terme, on s'en fout de ça. C'est qu'on veut, on veut une union africaine. Ce qu'on veut, on veut que l'Afrique soit solidaire. Ce qu'on veut, on veut que l'Afrique se repositionne, que l'Afrique aille ses mots à dire. C'est le plus important. Je pense que la crise en Ukraine, c'est-à-dire devrait être une opportunité et que l'Afrique arrive à se positionner, à dire ses mots, pas avec la diplomatie, mais en s'imposant. Voilà. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? L'Afrique aujourd'hui doit être solidaire par rapport on a entendu le discours de Macky Sall, qui est le président de l'Union africaine. Est-ce que le président ne doit pas faire bloc pour vraiment imposer ou demander vraiment cette place au niveau des Nations Unies, au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies? Mais excusez-moi de radoter, mais c'est quelque chose qui a été fait, qui s'est fait depuis très très longtemps. Mais qu'est-ce qui bloque réellement? Il y a très longtemps, et le dossier était bien avancé. Il y a un moment donné, les présidents des poids lourds qui ont tenté, les Mandela et autres ont tenté. Ils ont même mis en place des structures pour ça, des analyses, des explications et des travaux ont commencé pour l'envisager sérieusement. Mais il se trouve tout simplement que rapidement nous nous sommes laissés tomber. Nous nous sommes laissés tomber avec l'assassinat de Kadhafi, de l'insécurité au Mali. On s'est laissé tomber avec le Congo qui n'a jamais été stabilisé. On s'est laissé tomber avec le Burundi qui a disparu de la carte. Il y a plein de problèmes. Et on s'est laissé tomber avec des rapports de corruption graves dans les grands pays, dans des pays qui devaient être la référence, etc. Donc, c'est-à-dire la crédibilité de nos pays aussi passe par des actes, des comportements. On ne peut pas venir seulement au Conseil de sécurité dire donnez-nous une place et puis nous sommes beaux, nous sommes gentils. Même les critères que vous avancez là, le nombre, etc. Si c'était ça, l'Asie aurait eu combien de places au Conseil de sécurité? Ce qui donne la crédibilité aux nations africaines, c'est de se focaliser sur leur développement et le bien-être de leur population. Si le nombre d'éduqués en Afrique augmente, si le nombre de médecins en Afrique augmente, si les conditions de santé et les conditions d'éducation sont meilleures en Afrique, si les intellectuels sont incapables d'organiser un peu des stockades, parce que ce sont des lieux où on va avec la tête, on ne va pas avec le cœur. Et pour aller avec la tête, il faut que nous soyons capables de produire. Moi, je regarde et je cherche tout le temps des nouveaux paradigmes par rapport au panafricanisme. Je ne trouve pas.
Je cherche toujours des écrits ou des mouvements sains, solides par rapport au panafricanisme. Je ne trouve pas. Chaque fois que j'ai trouvé un mouvement panafricaniste, j'ai trouvé là-dedans que c'est les va-t-en-guerre, c'est les méthodes Black Panther, c'est les méthodes violentes, c'est la confrontation. Oui. Selon vous, il faut changer le paradigme. Il faut changer de paradigme. Et pour changer de paradigme, il faut qu'on travaille. D'accord. Il faut qu'on travaille. Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation, compte tenu de vos multiples occupations. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission à la présentation Birama Saonera avec la complicité technique de Stéphanie Larieux. Nous vous donnons rendez-vous samedi à partir de 13h pour un autre numéro de votre émission Afrique Actu. Vous pouvez continuer à nous suivre sur la radio-télévision Fanfan Musique à travers nos plateformes Facebook, Instagram et Twitter. Prenez soin de vous, car chaque jour est une vie. Bon début de semaine.